Vous regardez Croissance Verte sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous allons en Casamance, une région du sud du Sénégal où l'agriculture et la pêche prospèrent grâce notamment à des terres fertiles et une pluviométrie favorable. Cette zone présente un équilibre entre développement économique et respect de l'environnement illustré par des projets de résilience écologique et des activités traditionnelles telles que l'apiculture et la pêche artisanale. Vous le constaterez dans un instant à travers notre reportage et pour avoir un éclairage complémentaire sur cette région au fort potentiel, nous sommes avec Monsieur Famara Conté, environnementaliste, consultant. Monsieur Conté, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Médine. Et on se retrouve ici juste après notre reportage en Casamance. Il est signé Daoudasso et Moussandir. La région naturelle de la Casamance, une localité au sud du Sénégal. Ici, certaines populations vivent de l'agriculture grâce à la qualité des terres et de la pluviométrie. Dans cette partie du pays, d'autres populations sont dans l'activité de pêche. C'est le cas des insulaires. La traversée par les pirogues constitue le principal moyen pour aller à leur rencontre. Lamine, originaire de la zone, nous sert de guide. Tout au long de la traversée, il revient sur les bienfaits de vivre sur les îles de la Casamance. Vraiment, pour avoir une vie tranquille et merveilleuse, venez découvrir les îles de la Casamance. Venez y séjourner et vous les verrez par vous-même. Vous y vivez bien et vous y mangez bien. Même le poisson qui y est consommé, c'est du poisson frais, à peine pêché. Là, tu sens le vrai goût du poisson que l'on retrouve encore en Casamance. Nous débarquons à Wendaye, une des îles de la basse Casamance. Sur place, l'accueil est chaleureux au profit de visiteurs bienheureux. Ici est développé un projet de résilience écologique et économique des populations insulaires, une façon de favoriser le développement d'activités économiques tout en préservant leur environnement. Jean-Baptiste y est d'ailleurs apiculteur. Un savoir-faire transmis de génération en génération. L'apiculture que je fais, c'est un travail que j'ai hérité de mon papa, qui était un apiculteur traditionnel. C'est après ma formation que j'ai créé ce groupement d'intérêt économique, dénommé Kasoumen. Je suis en train de faire des analyses. Je suis allé à Dakar pour mener des pots de miel pour faire des analyses, donc je n'ai pas encore les résultats. Mais je sais que quand on a un brûlure, quelqu'un qui s'est blessé avec du feu, on prend du miel de palétuvier. Quand on a la malle aux gorges aussi, on prend du miel de palétuvier. Pour cet apiculteur, la production de miel n'a plus de secret. Des palétuviers, des fromagers, d'autres arbres sauvages et fleurs constituent les sources d'où sont extraites ces différentes variétés de miel. Son principal problème réside dans la distribution. L'activité marche très bien, mais selon nos moyens de bord. Parce que la clientèle, elle ne vient pas régulièrement. Bon, il y a Auchan qui m'a proposé de prendre beaucoup de miel, mais sans étiquette. Mais du moment qu'avec le Covid, vous avez accepté, mais parce que la commercialisation ne marchait pas, j'ai accepté. Mais maintenant, je commence à savoir un peu de gauche à droite. Donc, je les ai dit, voilà, si vous voulez prendre mon miel, c'est avec mes étiquettes. L'économie locale des populations de Wendaye allie développement économique et comportement écologique, ce, même dans la collecte et la production de miel. Les activités qu'on mène, on fait des reboisements dans la mangrove. Parce qu'auparavant, les apiculteurs traditionnels tuaient les abeilles. Ils mettaient beaucoup de feu. Et quand on met beaucoup de feu aussi, on tue les abeilles et le miel perd sa qualité. Avec beaucoup de feu, tu sens l'odeur de la fumée, elle perd sa qualité. Mais maintenant, je suis en train de faire une sensibilisation au niveau de ma zone pour leur dire, voilà, on arrête de tuer les abeilles et on arrête d'en fumer beaucoup. Parce qu'il vaut mieux de faire plus cher que de garder sa qualité, que de mettre beaucoup de feu, tuer les abeilles. Parce que sans les abeilles, on ne vit pas. Dans ces îles, se développe aussi une économie halieutique forte. En effet, les femmes évoluent dans la recherche et le commerce des huîtres.
Notre principale activité économique, c'est la collecte et la transformation des huîtres parce que nous n'avons pas d'activité génératrice de revenus. Cette principale activité génératrice de revenus des femmes est faite dans le respect de l'environnement. Pour cela, elles ont une stratégie bien propre à elles. Certaines femmes du village cherchent les moules qu'elles revendent, d'autres les huîtres vendues séchées ou non. La pêche est aussi une activité phare dans ces îles de la Casamance. Hérité de génération en génération, le secteur est en souffrance au grand désarroi des pêcheurs. Ici, la pêche n'est plus comme avant. L'activité ne nous nourrit plus. Nous sommes des pêcheurs et cela depuis plusieurs générations. La situation actuelle marquée par la raréfaction des poissons est inédite. Nous ne connaissions pas cela avant. Il nous arrive d'aller en mer et de revenir bredouilles. Cette situation se manifeste aujourd'hui par la raréfaction des poissons et autres produits halieutiques, ce qui est dû à la surpêche dans leurs eaux. Ce qui explique cette raréfaction des ressources halieutiques, c'est en grande partie la surpêche. Les pêcheurs actuels ne respectent plus le principe de repos biologique des poissons et ils pêchent n'importe comment et n'importe où. Malheureusement, ce sont nous les insulaires qui subissons les conséquences de cette surpêche. Pour pallier cette situation, les populations insulaires se sont mobilisées au sein de comités locaux de pêche artisanale, une façon d'interdire la surpêche aux pêcheurs revenus d'ailleurs. Avec le ministère sénégalais de la pêche, il y a une décentralisation de la gestion de la pêche aux régions, aux départements jusqu'au niveau de nos villages, ce qui a permis la mise sur pied des comités locaux de la pêche artisanale CLPA. Au sein de ces CLPA se trouvent des comités locaux villageois chargés de prendre des décisions par rapport à la surpêche dans leur zone. Ces décisions sont remontées jusqu'au préfet et au gouverneur des régions. Grâce à cela, nous connaissons des avancées parce que les décisions sont prises à notre niveau et nous veillons à les faire respecter. Ces CLPA ont ainsi permis la gestion des ressources halieutiques au niveau des villages concernés grâce à des normes imposées, ce qui a facilité la régénération des espèces. Désormais, nous limitons le nombre de pêcheurs autorisés à pêcher dans les bolongues. L'utilisation des filets est aussi normée. Seuls les mailles 36 sont autorisés pour éviter de capturer les petits poissons. Concernant les huîtres, nous avons aussi décidé d'une période à laquelle il n'est plus permis de chercher des huîtres. C'est à partir du mois de juin. La cueillette des huîtres n'est à nouveau autorisée qu'au mois de février. Ainsi, il y a un repos biologique qui est observé pour permettre de préserver nos espèces halieutiques. Les îles de la Casamance sont aussi des sites touristiques. Certaines d'entre elles abritent des campements et autres logements d'hôtes pour le bonheur des visiteurs et autres touristes. Touristiquement aussi, les touristes et d'autres visiteurs viennent aussi pour découvrir les différentes espèces halieutiques que nous avons, mais aussi pour séjourner dans nos îles. Les bolons contribuent à relier les îles les unes aux autres. Si vous voulez bien vivre dans un environnement sûr, venez dans les îles. La vie y est calme et sans pollution. D'ailleurs, dans cette entreprise de promotion de leurs îles et autres sites touristiques, certains acteurs tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de ce jeune piroguier. Tout dépend de ce que tu veux qu'on vous fasse. Donc, si vous voulez une journée, il y a le prix pour la journée. Donc, pour la demi-journée, il y a le prix aussi. Donc, demi-journée, des fois, on va jusqu'à 30 et 35.
Les activités économiques de Mactar tournent depuis quelque temps au ralenti. Une situation, selon lui, due aux troubles sociopolitiques enregistrés au Sénégal. Notre travail se passe très bien, mais actuellement, avec l'élection là, il n'y a pas beaucoup de travail. Des fois, tu peux rester jusqu'à 2 ou 3 semaines sans travail à cause du bouleversement de notre pays. En Casamance, cette localité verdoyante est riche de sa culture et de ses îles. Les populations font de la préservation de l'environnement un sacerdoce, une résilience écologique et économique des communautés à travers le reboisement, la lutte contre l'érosion côtière, la gestion des déchets et le développement d'une économie locale durable. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Famara Conté, environnementaliste, consultant. Monsieur Conté, d'abord, quels sont les impacts socio-économiques de l'agriculture et de la pêche sur les communautés locales de la Casamance? Les impacts, ils sont énormes. Énormes parce que les impacts sur la pêche et l'agriculture, sur les populations locales en Casamance, ces populations-là ne vivent que de ces activités, uniquement. Donc, il y a une forte rush sur ces activités qui sont l'agriculture et la pêche. Donc, aujourd'hui, en Casamance, avec tout ce que le fleuve donne comme ballon dans les zones, dans les plateaux qui composent la Casamance, uniquement c'est la pêche et l'agriculture que ces populations peuvent recueillir une forte bénéfice. Maintenant, en quoi l'apiculture devient-elle un moteur du développement économique des populations locales de cette région? Oui, les populations de cette région, l'apiculture vient en... Je peux dire que les populations commencent à découvrir la troisième force de la Casamance, qui est l'apiculture par rapport à la végétation que cette région naturelle détient. Parce que dans cette zone, on a tellement de végétaux que les abeilles, là où ils sont, par niveau interposé, l'apiculture peut être utilisée à tout moment et à tout niveau, en partant de l'apiculture maritime jusqu'à l'apiculture forestière. Et que pensez-vous de ces activités de résilience mises en place par les populations insulaires de la Casamance pour préserver leur écosystème marin? C'est extraordinaire. J'épouse totalement les populations qui ont pris leur propre initiative pour résoudre ce problème. Franchement dire, ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire, de faire revivre, de faire régénérer la mangrove en Casamance. Parce qu'il fut des temps, il y a des zones désertes, des zones totalement désertes, qu'aujourd'hui, si vous allez là-bas, ce sont les populations qui sont revenues pour refaire, régénérer ces zones. Si je vous donne un exemple, si je quitte Tobor pour aller à Ziguinchor, cette route qui mène, il y a maintenant une forêt de mangroves qui est là-bas, qui a été plantée par les populations. Quelques activités économiques génératrices de revenus ont également été présentées dans le reportage, mais vous dites-nous quelles sont les potentialités économiques développées dans cette partie sud du pays grâce à la préservation de l'environnement. La préservation de l'environnement a permis aujourd'hui les activités génératrices de revenus que les femmes se qu'on pensait que c'est dans la zone des Niayes uniquement qu'on pouvait faire de la culture maraîchère. Aujourd'hui, en Casamance, on a vu que la culture maraîchère est en train de se développer du sud au nord, de l'est à l'ouest. Si vous allez jusqu'à Sédhiou, à Kolda, jusque dans le Vélingara, vous remontez, vous allez dans le Boulouf, jusqu'à Djouloulou, à Kafountine, en descendant vers Tchonkesil, jusqu'à Afiam. Vous allez dans le Balantokonda, ils sont en train de faire
le maraîchage à tous les niveaux. On se dirait que demain, la zone maraîchère, comme parlait de la zone des Niayes, va se développer dans le Saloum et plus particulièrement en Casamance. En parlant de développement, comment la Casamance peut-elle réussir à concilier développement économique et comportement écologique responsable? Exact. Là, pour réussir, il faut d'abord préserver la forêt, préserver l'environnement. Préserver l'environnement comment? On ne peut pas dire que l'environnement en Casamance n'est pas attaqué. C'est attaqué. Il y a l'érosion. Il faut, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est placer déjà des bases solides, qu'on peut dire que l'environnement est totalement encadré. Encadré comment? C'est préserver le fleuve. Préserver le fleuve comment? C'est constituer un développement de tous les plateaux de DRS. Pour faire quoi? Pour éviter qu'il y ait ruissellement de l'eau des plateaux jusqu'au fleuve. Et ces eaux doivent passer dans des canaux naturels, souterrains. Pour avoir ça, il faut maintenir le maximum d'eau là où l'eau tombe dans la forêt. Monsieur Conté, quels enseignements peut-on tirer de la transmission intergénérationnelle des techniques de pêche artisanale en Casamance, d'apiculture et autres activités économiques de la zone? C'est important. Moi, dans ma zone, je peux dire que c'est moi, je suis de la zone. Moi, je suis du Boulouf, je suis de Bodé. Je suis de Bodé, je ne suis pas loin d'Afignam, ni loin d'Elenan et de Diatok. On est excentré dans le fleuve. Là-bas, c'est de génération en génération. Mon oncle qui faisait la pêche, où il y a un projet de pêche qui était venu s'installer dans sa maison parce qu'il n'y avait pas de milieu où s'installer. Mon oncle l'a pris. Aujourd'hui, c'est son fils, Djibi, qui assure ce que son papa faisait. Et il le fait en un temps élevé. Ce qui veut dire quoi? Ce que mon oncle faisait, son fils est dans un cran et dire que lui, il ne va pas pêcher certains niveaux, certains gabarits de poissons. Donc, ils ont cet enseignement qui leur donne aujourd'hui, dans le Boulouf, d'avoir le maximum de poissons, même s'il y a rareté de poissons en Casamance sur le fleuve. Monsieur Conté, en tant qu'environnementaliste, comment la surpêche impacte-t-elle la disponibilité des produits halieutiques dans la région, en Casamance? La surpêche est néfaste en Casamance. Parce que le fleuve Casamance a deux niveaux. De l'embouchure jusqu'à Ziguinchor, le pont Émile Badiane, du pont Émile Badiane jusqu'à Sédhiou, je peux dire jusqu'à Kolda. Parce qu'il y a une zone où on doit faire la pêche et une zone de reproduction. De l'autre côté du pont Émile Badiane, c'est la reproduction. De ce côté-là, de l'embouchure jusqu'à Ziguinchor, en allant dans les bolons d'Afignam et du Boulouf, là-bas, c'est là-bas où on doit faire la pêche, mais à un niveau. Parce que il y a un programme qui est dans la zone qui interdit totalement certains gabarits de poissons. Même si mes oncles Djola veulent trop les petits poissons qu'on dit. Monsieur Conté, vous maîtrisez parfaitement le sujet, alors dites-nous comment les comités locaux endiguent-ils ce problème de surpêche? Oui. Les comités locaux ont leur organisation dans les zones. Ces organisations sont faites dans chaque village. À partir de chaque village, il y a un comité qui est né. Ce comité sera sélectionné dans la communauté, dans la zone. Ce que je peux dire, je donne l'exemple encore, c'est le royaume du Boulouf. Là-bas, il y a un comité qui est là. Ce comité-là donne
tout ce que chaque pêcheur doit faire, ou chaque population doit faire dans les ballons. Parce que nous, on a les ballons. Maintenant, quand la personne ne respecte pas ce qu'on lui dit, il y a des sanctions qu'on met sur cette personne. Et donc, en faisant ces interdictions, on voit que dans les ballons du Boulouf, il y a une nombre de poissons en allant, en partant d'Afignam, Djilapahor, jusqu'à Elana, en passant par Bodé, jusqu'à Tchonkessil. Donc, on a dans ces zones-là, moi quand je pars en vacances, je me mets à la rive et je fais la pêche pour aller me ravitailler pour le repas du petit déjeuner ou du déjeuner ou du repas de midi. Donc il y a beaucoup de poissons à l'heure actuelle dans la zone par la complicité, la symbiose des esprits des populations. À présent, Monsieur Conté, quelle lecture faites-vous de la gestion des ressources halieutiques effectuée par la CLPA au niveau des villages casamançais? La CLPA est en train d'accompagner très bien les villageois par de nouvelles techniques. Parce que les villageois ont leurs techniques, d'accord. Mais ces techniques-là ont un niveau bien limité. La CLPA revient pour leur donner d'autres techniques modernes en se basant sur leur modèle traditionnel. La CLPA développe d'autres techniques qui aujourd'hui a donné beaucoup de bénéfices chez les communautés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui entrave la Casamance dans le développement de son plein potentiel, selon vous? Aujourd'hui, on peut dire que la Casamance, pour le développement de son plein potentiel, il faut que l'État, qui est en train de beaucoup faire, continue sa lancée qu'il a prise depuis 2012. C'est quoi? C'est aménager les vallées. La Casamance est composée de vallées. La Casamance, cette riche potentiel, qu'on parle de l'environnement de la Casamance, c'est les vallées et les plateaux. Si aujourd'hui on aménage les vallées, que les vallées ne s'ensablent pas, les vallées ne se salinisent pas, on gère le fleuve à partir de sa source, à partir de Fafakuru, qui est sa source, on aménage la source, je pense bien que la Casamance va dans des lendemains extraordinaires où le Sénégal pourra même prendre bénéfice. Merci Monsieur Conté pour cet éclairage et nous rappelons que vous êtes environnementaliste consultant. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Et c'est ainsi qu'elle s'achève. Excellente suite des programmes sur Média.